On y va. Je ne sais pas si ça va être très évident d'enchaîner après ce témoignage. La présence de Nerea autour de cette table va nous y aider. On va se centrer plus spécifiquement sur les formes d'exclusion culturelle ou identitaire, pour reprendre les mots de Neil MacGregor Sell, qui participe de cette déstabilisation des hiérarchies et des hégémonies établies, qu'elles soient culturelles, épistémologiques, sexuelles ou ethniques. Et dont les musées peuvent être soit les objets, soit les témoins, soit même d'ailleurs les acteurs. Et pour cela, pendant l'heure et demie qui vient, nous allons être accompagnés par, et dans l'ordre de proximité, Régis Cotentin, qui est responsable art contemporain au Palais des Beaux-Arts, auteur de Wonder Woman, ni muse, ni modèle, et commissaire de toute une série d'expositions particulièrement décloisonnantes en matière de formes d'art, notamment les Open Museum. Nathalie Bondil, que je ne présente plus mais je vais quand même le faire, précédemment directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal, où vous avez eu l'occasion, si on se centre sur la partie inclusion, de travailler à une histoire de l'art décolonisée, toute une série de manières, travail que vous continuez à mener à l'Institut du monde arabe, qui programme notamment en ce moment même à Bibi les révolutions de l'amour, sur la problématique des LGBTQI+, dans le monde arabe. Nerea, que vous avez connue par son témoignage et donc qui est étudiante à Sciences Po. Mauricio Estrada Munoz, qui est directeur de l'unité des publics du MEG, le musée d'ethnographie de Genève, qui s'est lancé dans un travail de décolonisation et de sa programmation et en cours de ses méthodes de travail. Et enfin, Laurent Védrine, qui est directeur du musée d'Aquitaine. Et on est très heureux aussi d'avoir un musée d'histoire et de civilisation pour compléter ce panel. Vous travaillez également beaucoup, et par la programmation, et par la refonte des collections permanentes, et par les actions publiques que vous pouvez mener aussi à cette question de savoir ce que l'on peut montrer sur l'histoire de cette région et de cette ville. Pour ce faire, je vous propose qu'on articule un peu notre discussion autour de trois grandes thématiques. La première, c'est de travailler sur les formes d'exclusion pour essayer de mieux les qualifier et de les prendre en compte. Travailler également sur le rapport assez fondamental dans les musées, quel qu'il soit, entre les collections et ces formes d'exclusion. Et enfin, on essaiera de savoir ce que peut vouloir signifier décoloniser un musée, si ça vous va. Alors, la première question que je voudrais vous poser, qu'on a beaucoup parlé d'exclusion sociale ou territoriale, et peut-être de manière plus ancienne, du moins en France, que celle que qu'on souhaite aborder dans cette table ronde. De quelle manière, dans quelle mesure ces formes d'exclusion sociétale ou culturelle sont de même nature, se superposent sur d'autres formes d'exclusion que l'on peut connaître, sociologiques ou territoriales? Je ne sais pas si, Laurent, vous voulez peut-être commencer, Bordeaux étant une ville assez dynamique en matière d'exclusion. Oui, j'espère dynamique aussi d'autres manières. Alors, vous parlez de là d'où je viens, là d'où je suis. En fait, le musée d'Aquitaine, c'est un musée d'histoire, c'est un musée de société qui est installé donc à Bordeaux et qui est composé de 4 institutions. En fait, et qui, si vous voulez, présente la question d'une société à la fois locale, qui est Bordeaux, avec sa dimension portuaire, une dimension régionale, avec l'Aquitaine qui s'appelle aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine, et la relation de ces deux territoires avec le reste du monde, avec des collections qui viennent de l'ensemble des continents de la planète, et qui sont très liées notamment à l'histoire coloniale de Bordeaux. Et ces formes d'exclusion, elles peuvent prendre plusieurs formes. Hein. Tu l'as évoqué. Et il y a notamment une exclusion dont tu as parlé, qui est une exclusion d'ordre géographique.
Et c'est vrai qu'on voit aussi dans ces capitales régionales à la fois une concentration, si on peut dire, d'attractivité et parfois aux dépens de territoires qui sont des territoires périphériques. Et là, il y a sans doute une vraie responsabilité. On le voit par rapport à différents indicateurs, donc sociologiques, économiques, politiques, aussi avec les votes qu'il peut y avoir donc, dans ces régions, avec une vraie paupérisation parfois de ces territoires qui peuvent prendre différentes formes, et notamment une paupérisation culturelle. Et donc, il y a une vraie responsabilité déjà par rapport justement à ces publics, pour essayer de voir de quelle manière, en fait, cette ville qui concentre beaucoup de musées, qui concentre beaucoup de culture, peut essayer justement de partager cette culture, d'aller vers, d'aller avec, de faire venir aussi. Et donc voilà, ça c'est une des problématiques qu'il peut y avoir, notamment dans ces capitales régionales. Et Bordeaux, je pense, n'est pas le seul exemple par rapport à ça. Et puis après, bien évidemment, il y a d'autres formes d'exclusion. Alors peut-être là en citer une, et peut-être aussi des débuts de réponse qu'on a lancés. C'est notamment des personnes qui sont dans la rue. Et il y a un dispositif donc, qui s'appelle Tapage, avec des tapageurs, un dispositif qui vient de Québec. Et en fait, c'est un dispositif qui est proposé pour des jeunes en situation d'exclusion, qui sont payés à la journée pour différentes tâches. Alors en général, c'est dans différentes structures sociales, économiques, par rapport à de la voirie, par rapport à différentes choses. Et là, c'est dans un musée, donc au musée d'Aquitaine, où en fait, avec un dispositif, avec le soutien de mécènes, donc ces jeunes, là ça concerne 6 jeunes, en fait ont franchi les portes du musée pour participer à différentes tâches dans le musée. Et donc ça va être des tâches de peinture, des travaux dans la bibliothèque du musée, des travaux sur le montage d'expositions, notamment celle qu'on a ouverte hier, qui s'appelle Être à Saint-Michel, qui est le nom d'un quartier typique de Bordeaux. Et ça, il y a des résultats. Il y a des résultats avec notamment des jeunes, 2 parmi ces 6 jeunes qui sont intégrés avec vraiment du salariat, avec un service civique qui est proposé, et aussi un vrai travail et aussi un certain nombre de stéréotypes qui sont cassés, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec toute l'équipe du musée. Ils ont vu un peu tous les secteurs, et c'est vrai que c'est un travail commun qui se fait. On casse, nous, de notre côté, un certain nombre de préjugés, et eux aussi. Et donc voilà, ça c'est des choses, on peut se dire que voilà, il y a quand même des moyens, par petites touches, et puis après par plus grandes touches, pour essayer de lutter contre ces exclusions. Mais déjà, ça passe beaucoup par la question de la représentation, et comment on arrive à casser ces représentations de part et d'autre. Nathalie, oui. Comment ça se passe vous avez gardé la frilosité canadienne. Comment est-ce que ces questions d'identification, de formes d'exclusion, etc., se passent dans une autre sphère culturelle que celle européenne ? Oui, donc merci beaucoup pour l'invitation, Étienne, et le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est toujours tellement dynamique et engagé sur ces questions. C'est vrai qu'il y a des outils différents face à des problématiques qui sont les mêmes finalement, puisque quand on parle de musée, et si on réfère à la définition qui a été votée à l'Assemblée générale de l'ICOM, donc International Council of Museums, en août dernier, cette définition des musées inclut des mots nouveaux comme l'inclusion et la participation. Donc maintenant, c'est clair. On sait que si on veut suivre les missions d'un musée, eh bien, on doit favoriser ces valeurs. Ensuite, c'est un peu une question d'outils méthodologiques qui est beaucoup plus large que ces bonnes intentions, que ces valeurs que nous voulons tous prôner. Évidemment, dans un contexte nord-américain que j'ai pu connaître avec le Canada, nous sommes dans des institutions qui sont très fortement ancrées dans leur société, dans leur communauté, comme on dit. D'ailleurs, le mot communauté aussi fait partie de la nouvelle définition. C'est un mot à utiliser avec toutes sortes de nuances dans un contexte francophone et anglophone.
Mais du coup, on a la possibilité de pouvoir engager avec un système de participation de la société civile à tous les niveaux, par des bénévoles, par des associations, etc. Et de pouvoir initier, sous terme de co-création, de co-conception, des partenariats. Et sur ces questions d'inclusion, justement, on a la possibilité d'inviter toutes sortes de voix et de pouvoir donc, leur donner la place très simplement à l'intérieur de ces institutions privées non-profit, ce qui n'est pas toujours aussi simple quand on est en France, où par exemple donner la parole dans les institutions muséales françaises, eh bien, donc, il faut aussi pouvoir travailler avec des cadres professionnels, des cadres d'emploi, qui fait que on ne peut pas donner la parole à qui on veut pour faire une visite dans les salles. Donc c'est plus contractualisé, hein, c'est plus administratif. Donc vous voyez, ne serait-ce que ça pose déjà une problématique de base. Et ensuite, il y a un autre niveau qui est ce qui est autorisé ou pas. Bon, par exemple, quand vous êtes en Amérique du Nord et dans le Canada anglophone, je dirais donc même francophone avec le Québec, on autorise les statistiques ethniques. Hein. Donc les statistiques ethniques, ça veut dire qu'on sait, si vous tapez Wikipédia, la ville d'Orlando, vous allez voir précisément le pourcentage de personnes se définissant comme étant blanches, comme étant noires, comme étant autochtones, etc. etc. Donc c'est accessible partout. Ce sont des modes d'études de la société qui sont légaux. Hein. En France, il faut comprendre qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser ce type de statistiques. Bon, après, donc les débats, donc on peut être pour, on peut être contre, peu importe. Ce que je veux dire ici, c'est que les outils ne sont pas les mêmes. La possibilité de se définir ou de s'auto-définir donc dans la société est très différente. Et ça me vient en tête un exemple. Nous avions à Montréal, avec la Fondation Michaël Jean, donc, qui était l'ancien gouverneur général du Canada d'origine haïtienne, fait un projet qui s'appelait le 4e mur à l'intention des jeunes noirs musulmans de Montréal. Bon, c'est un projet donc, qui avait extraordinairement bien marché. On était très, très dynamique sur ces questions-là. Et nous l'avions proposé à une association d'échange qui s'appelle FRAME, donc le French American and French Exchange, Museum Exchange. Et je salue Émilie Wassenbroek qui est ici, qui représente FRAME, donc un superbe réseau de musées nord-américains et français. Et nous voulions aussi amener ce projet-là de Montréal jusqu'à Lille, où il a été d'ailleurs, et jusqu'à d'autres villes françaises. Et en fait, on ne pouvait pas utiliser la même terminologie. C'était impossible de pouvoir amener un projet qui s'appelait pour les Noirs musulmans. Enfin, c'était une assignation insupportable du point de vue français. Alors, comme de toute façon, on est quand même des gens de bonne volonté et plutôt de bon sens, on a trouvé d'autres façons de pouvoir arriver au même but. Hein. Donc la question, c'est toujours de ne pas perdre de vue donc, les valeurs, les combats, les enjeux que nous avons de part et d'autre de l'Atlantique. Mauricio, vous avez un musée avec des collections qui sont représentatives d'une très grande diversité d'aires culturelles de par le monde. Comment est-ce que vous définissez justement ces formes d'exclusion dont on parle là, à l'échelle suisse, à l'échelle genevoise et dans un musée ethnologique? Je pense que je vais peut-être un pas de côté. Je pourrais énumérer les choses qu'on fait. Je pense qu'il y a des institutions extrêmement engagées. Et au final, les pratiques se ressemblent. Mais hier et aujourd'hui, j'entendais parler prendre soin des collections, prendre soin des publics, ou exclusion des publics, mais aussi un autre territoire qui est les musées. Et je pense que c'est important aussi qu'on réfléchisse à nos propres pratiques, et qui sont aussi un peu le reflet de pratiques de pouvoir, de privilèges qui s'exercent au sein de l'institution. Et depuis que nous, on a lancé le plan stratégique 2020-2024, on a essayé en tout cas de s'attaquer à ces questions-là. Mais après, c'est beaucoup plus complexe, hein, les processus de recrutement. J'avais évoqué aussi un exemple, on avait voulu faire venir les personnes en situation irrégulière, donc c'est compliqué. C'est-à-dire comment on les identifie, c'est des gens qui veulent être invisibilisés, ils veulent être vus le moins possible, mais ce n'est pas parce qu'ils sont en situation irrégulière qu'ils n'ont pas le droit à la culture. Et on avait voulu
monter des projets, notamment avec une association qui est très active auprès de ces communautés. Et ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché parce que, pour différentes raisons. Et un constat qu'on a partagé avec l'association était il fallait du temps. Il faut consacrer du temps. Et cette notion de temps, je trouve qu'elle est essentielle. Felwinter, il dit voilà, il faut investir dans la relation. Il faut investir du temps dans la relation. Mais pour investir du temps dans la relation, tout type de relation, ça suppose renoncer à d'autres choses. Et ça revient un petit peu à la discussion que l'on avait hier. C'est, voilà, on est toujours dans cet effet de faire beaucoup de chiffres. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut revenir sur des questions peut-être de processus d'exclusion, non-exclusion, il ne suffit plus de faire venir les gens pour les faire venir. Il est nécessaire d'investir du temps qualitatif. Ça suppose aussi que l'on change certaines pratiques en interne. Et notamment, il y a un paradigme auquel on doit réfléchir. Et voilà, ça va prendre du temps. Et je pense que c'est nécessaire d'investir ce temps-là. Régis, est-ce que ces formes de discrimination ou d'exclusion culturelle se lisent aussi dans la hiérarchisation des arts et des formes de valorisation qu'on peut leur donner? Alors oui, en définitive, mon intervention va vraiment s'inscrire à la suite de celle de Nerea, qui était donc c'était une de mes étudiantes à Sciences Po cette année, dans le cadre de mes cours. Et donc, quand elle avait réalisé lu ce texte, j'avais trouvé que ça donnait déjà une première réponse, parce que j'avais assisté à un colloque tout récemment au musée de la Porte Dorée. Et lors d'une intervention, j'avais été particulièrement interpellé par une réflexion d'une femme qui s'appelle Zaya Rahmani et qui disait il y a les personnes qui sont traversées par cette histoire. Donc, en l'occurrence, j'ai souhaité effectivement que Nerea fasse état de cette histoire dont elle a été traversée. Et cette phrase m'a vraiment interpellé, parce qu'effectivement, elle a l'image de ce que disaient tous les intervenants hier en première table ronde, c'est qu'il y a nécessité maintenant effectivement d'intégrer aussi, de représenter au sein même des musées des personnes et d'inclure, de les inclure dans les bureaux et dans les pouvoirs décisionnels, justement, des personnes qui sont issues de ces cultures et qui représentent ces cultures. Et je me suis dit, mais c'est depuis toujours, en fin de compte, moi, je n'ai pas été traversé par cette histoire, bien que je pourrais en dire quelque chose, mais en fin de compte, par le déni de cette propre histoire. C'est-à-dire, en fin de compte, à chaque fois, ça m'interroge. Pourquoi nous en sommes arrivés là, en définitive ? Pourquoi, en définitive, Nerea, quand elle en vient à traverser, déambuler dans toutes les salles, elle se pose ces questions-là ? Et pourquoi encore en 2023, alors que quand même nous sommes déjà au XXIe siècle, bien avancé, et que nous n'ignorons plus effectivement le fait qu'il y a d'autres cultures que la culture occidentale, pourquoi nous en sommes toujours là et qu'il y a possibilité, malheureusement, pour une personne comme Nerea, de toujours déambuler dans les salles et toujours de se poser ces questions-là. Et donc, à l'image du virus comme le coronavirus, je me suis dit, on en vient soit à traiter le mal en y posant un baume, en se disant, voilà, on va essayer effectivement de réaliser des événements, de faire en sorte de réaliser des actions qui vont effectivement poser les questions et poser les bonnes questions et essayer d'y répondre. Et j'essaie toujours de m'interroger en me disant, mais d'où ça vient tout ça, en fin de compte ? Et effectivement, il y a bon nombre d'écrivaines, d'autrices qui en viennent à s'interroger, ne serait-ce que la première d'entre elles, qui est maintenant fameuse, Anne Lafont, qui s'est interrogée sur l'origine même, en fin de compte, de la conception des races au sein même de nos cultures, au sein même des beaux-arts, et qui a écrit un livre magistral qui s'appelle « L'art et la race », tout est dit. Et donc, c'est l'Africain contre l'œil du siècle des Lumières, le siècle des Lumières qui, effectivement, avait de lumineux beaucoup pour les Occidentaux, beaucoup moins pour ceux qui exploitaient. Et donc, de fait, c'est vrai que quand on traverse un musée comme celui du Palais des Beaux-Arts de Lille, et beaucoup nombre de musées, on en vient à s'interroger, comme par exemple l'universitaire Magali Besson, qui est absolument extraordinaire, qui dit, voilà, quand on est blanc, c'est appartenir au groupe racial dominant, ce qui s'entend d'un point de vue numérique, mais surtout socio-économique et politique. Les blancs majoritaires ne perçoivent pas leur race parce que la norme majoritaire d'une société s'internalise en invisibilité, c'est-à-dire qu'elle fait oublier qu'elle est une norme. S'il y a des minorités visibles, c'est qu'il y a une majorité invisible qui a organisé le monde social de telle sorte qu'elle soit un point de vue
sans conscience d'être aussi un point à voir. On peut penser aussi aux magistrales analyses de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc. Le privilège blanc est d'abord celui-là, le luxe de ne pas avoir à s'interroger dans la plupart des interactions sociales sur les représentations et les stéréotypes qui accompagnent l'assignation à un groupe racial. Et en fait, l'écrivaine Toni Morrison, quand elle avait été invitée au Louvre, en fin de compte, elle invitait véritablement les musées à prendre leur part de responsabilité, à produire en fin de compte ce savoir et faire en sorte d'ouvrir ce savoir pour faire en sorte de clarifier la réflexion sur la construction de tous ces stéréotypes et en quoi justement les musées avaient participé aussi à la création de ces stéréotypes d'image, vu que l'image n'est jamais neutre, et fait en sorte qu'effectivement, elle a participé aussi à toutes ces discriminations, non seulement culturelles, mais aussi raciales, et évidemment sexuelles. Et donc, de fait, quand on en vient à... Donc, il y a effectivement celles et ceux qui sont traversés par cette histoire, puis il y a celles et ceux, comme moi, qui sont traversés par le déni de cette histoire, qui en définitive, en fin de compte, convient à ce qu'on nomme aussi chez James Baldwin l'ignorance blanche. C'est-à-dire que ne pas reconnaître le privilège blanc, en effet, est une marque importante de l'ignorance blanche, d'un système d'interprétation du réel dans lequel cette donnée-là est invisible, incompréhensible et ne peut pas m'être pensée. Mais l'ignorance blanche n'est pas une fatalité. C'est pour ça, justement, que je pense qu'il y a vraiment possibilité, maintenant, de pouvoir tout transformer. Elle peut se transformer en connaissance. Si l'on est blanc et que l'on renonce à s'intéresser aux questions raciales parce qu'on est en situation de privilège, cela revient à estimer que ce sont des questions valides seulement pour les groupes minorisés et que les blancs ne sont pas concernés. C'est une position erronée à la fois scientifiquement et politiquement. Et donc, de fait, c'est vrai que pour dire des choses de façon encore plus concrète, j'avais été marqué par une exposition il y a maintenant une année au Centre international de bande dessinée à Bruxelles. Vous savez peut-être que pendant très très longtemps, dans la bande dessinée belge, en l'occurrence les Tintins, les Black et Mortimer, il n'y avait jamais de personnages de femmes, par exemple. Vraiment une ou deux qui se baladaient de temps en temps. Et en l'occurrence, c'était une exposition sur tous les Black et Mortimer. Et ils avaient pris, en l'occurrence, le célèbre La Marque Jaune. Et pour montrer la présence féminine dans cet album, ils avaient évacué tous les personnages masculins. Ça formait une œuvre absolument magistrale et conceptuelle où toutes les cases étaient vides, des architectures, des villes, des paysages où il n'y avait plus aucune présence humaine. Et à un moment donné, juste dans une petite case, la présence d'une femme qui apparaissait comme ça, presque prête à sortir de cette case. C'était magistral parce qu'en définitive, ça montrait en combien, en fin de compte, ce système, qui n'était pas simplement tacite, parce qu'il était aussi légiféré par des lois au sein même des studios belges, pour montrer justement que, voilà, il n'y avait pas besoin d'un... Hier, on a parlé effectivement d'une avalanche de cartels qui, quelquefois, en fin de compte, dissuadent de prendre connaissance d'une question. Et là, en fin de compte, c'était simplement une mise en place d'une œuvre qui permettait justement de rendre compte de ça. Une autre artiste, en fin de compte américaine, qui s'appelle Harmonia Rosales, a réalisé tout récemment une sorte de chapelle Sixtine où elle en vient à refaire tous les tableaux de Michel-Ange, mais interprétés différemment, et positionnés exactement comme dans la chapelle Sixtine de Michel-Ange, mais là, évidemment, sous une coupe de bateau de négrier. Et évidemment, tous les personnages sont non seulement noirs au lieu d'être blancs, mais tous les hommes sont des femmes. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que ça change beaucoup le point de vue. Imaginez-vous tout simplement, et ça, je l'avais fait pour moi-même, de traverser la salle ici des Rubens, où il y a tous ces tableaux mythiques, et donc les remplacer par les tableaux d'Harmonia Rosales. Vous traversez donc une salle où il n'y a plus aucun personnage blanc, mais que des personnages noirs, et que plus aucun homme, disons, musclé et majestueux, mais que des femmes, justement, belles et sublimes. Et donc, de fait, tout ça faisant en sorte que chaque fois, ça change le regard que l'on pose sur les... Une autre œuvre, et je vais finir là-dessus, c'est une des expositions les plus belles que j'ai vues cette année, mais c'était l'année dernière, mais ce n'était pas dans un musée, c'était à la Gare du Nord. C'était une artiste, Angelica Das, qui avait réalisé une œuvre qui est absolument géniale, qui prouve aussi, là, il n'y a pas besoin de cartel, qu'il n'existe pas de blanc, qu'il n'existe aucun noir,
aucun rouge, aucun violet, aucun vert, c'est que c'est sur le dégradé du Pantone de couleurs, et elle a photographié toutes les personnes, enfin une quantité de personnes incroyables, qui correspondent effectivement à tous les dégradés de couleurs, effectivement de la personne la plus blanche qui soit, à la personne la plus noire qui soit. Et en fait de compte, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de violet, en fait de compte, il n'y a que des dégradés. Et donc en fait de compte, on est vraiment que le résultat d'une mixité à la fois politique, raciale, culturelle, artistique, que maintenant, en fin de compte, les musées vraiment, ne serait-ce que par l'énergie folle créative de l'art contemporain, mais aussi par tous les médias numériques que l'on peut faire, peut véritablement rendre compte. Ne serait-ce que modifier complètement le regard qu'on peut porter sur les salles par les outils numériques, en changeant les tableaux, la manière dont on peut les appréhender et tout ça, ça peut vraiment faire en sorte de faire comprendre que l'on a affaire à des modèles et des archétypes qui, en fin de compte, influencent beaucoup la manière dont on perçoit le monde, comme l'a décrit Nerea. Gardons un peu pour la suite, Régis. Ouais, j'en ai plein d'autres. Encore une demi-heure. Laurent, pour revenir sur la question des collections et de ce qu'elles peuvent montrer, le musée d'Aquitaine a 1,3 million, je crois, d'objets, de pièces référencées. Outre le fait de vous souhaiter bon courage pour le récollement, décennal. Et une partie d'ailleurs d'entre elles, sans parler de privilèges blancs, etc., représente quand même plutôt l'histoire des dominants, notamment quand il s'agit d'aborder la question de l'histoire coloniale de la ville. Comment est-ce qu'on peut travailler à partir de ces collections pour montrer éventuellement autre chose, une image plus complexe d'une réalité plus complète? Alors, peut-être pour tenter de répondre à la question, c'est partir aussi d'une question qui est posée, ou presque comme un postulat, dans la présentation de cette table ronde, autour de la question de l'universalisme versus la diversité, en disant que nos musées sont plutôt pétris, nourris d'universalisme. Et je pense qu'effectivement, le monde des musées ne souhaite pas exclure, souhaite au contraire vraiment travailler pour présenter cette société dans toute sa diversité, sauf que cet universalisme, il est extrêmement biaisé. Et c'est peut-être ça d'où vient le problème. Alors peut-être que je peux filer aussi la métaphore par rapport à une des définitions des écomusées. Je pense que par rapport à ces réflexions depuis 2 jours là, sur la question de l'inclusion, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à puiser dans toute la théorie de l'écomuséologie, des écomusées, musées de société, et notamment Georges-Henri Rivière, donc en 76, expliquait qu'un écomusée, c'est un miroir que tend une population pour se regarder dans ce miroir et puis pour tendre à ses hôtes en fait ce miroir. Et je crois que la question aujourd'hui, c'est de se dire, mais qui est-ce qui a fabriqué le miroir que l'on tend, et qui est-ce qui tend le miroir aux autres? Et je pense que le problème de l'universalisme aujourd'hui, à mon avis, il est de ce côté-ci. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du musée d'Aquitaine, à travers la richesse, la diversité de ces collections, en fait, qui a acquis ces collections? Comment elles ont été constituées? Comme dans de très nombreux musées, elles ont été donc constituées par des classes dominantes, par des personnes qui avaient de l'argent, qui étaient cultivées, qui ont donc accumulé. On est vraiment aussi sur un principe d'accumulation de collections, pour, au départ, donc, notamment pour des motifs de recherche, pour établir des corpus, et puis ensuite, progressivement, par rapport à la volonté de pouvoir exposer, de pouvoir transmettre, de pouvoir diffuser, mais on reste malgré tout à des collections qui ne sont pas représentatives de la complexité, de la variété de nos sociétés. On peut parler des questions de classe. Bien souvent, ce sont de beaux objets qui ont été donc financés donc par des personnes qui avaient de l'argent. Donc, on a confié à des artistes telle ou telle réalisation. C'est bien évidemment la question des minorités, je mets des guillemets, c'est-à-dire notamment la place et la représentation des femmes dans nos collections, la question aussi de la couleur de peau, que l'on retrouve dans le musée à travers donc, des salles. Il y a 700 mètres carrés qui sont consacrés à l'histoire et à la mémoire de l'esclavage.
mais les collections qui sont présentées viennent toujours du même côté. Et c'est quasiment un truisme. Quand on parle de situations qui ont été réduites en esclavage, quels sont les objets qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'on a à montrer, justement, de ceci? Donc, il y a vraiment un gros travail, sans doute, à faire, et j'enlève le mot sans doute, pour essayer de pouvoir être plus représentatif, encore une fois, de la complexité de nos sociétés. Et donc là, quand il n'y a pas d'objets, on ne peut pas les inventer. Mais il y a peut-être aussi d'autres biais. Et un des biais qu'il peut y avoir, c'est notamment le biais de l'archéologie. C'est-à-dire que l'archéologie est sans doute une des sciences, une des possibilités de pouvoir avoir quand même des vestiges matériels de toute une société et de sa complexité, justement, avec la finesse des découvertes. Ce qui n'empêche bien évidemment pas de présenter de beaux objets, de pouvoir créer, susciter de l'émotion, du partage et tout ça, avec des objets qui sont soit très représentatifs ou soit qui sont magnifiques. Et je pense aussi qu'un autre élément pour essayer de travailler vraiment cette question de la désinvisibilisation, j'ai réussi à le dire, c'est pas un joli mot, mais bon, je crois que vous avez compris, c'est de ne pas travailler seul. De ne pas travailler seul. Comment on peut parler d'universalisme si justement les personnes qui travaillent sur cette muséographie ne représentent qu'une partie de la population? Donc c'est vraiment aussi tout ce travail qu'on doit faire. Ça a été aussi évoqué à un moment donné sur le partage d'autorité. Bien sûr que être conservateur, c'est un métier, c'est une formation, il y a tout ce parcours-là, mais ça ne veut pas dire qu'on est les seuls à détenir la réalité, le récit qu'on doit transmettre donc à nos publics. Donc voilà, essayons de voir à travers nos collections comment on peut essayer de mettre un petit peu plus de complexité tout en le présentant simplement donc à nos publics, un peu plus de représentativité, ça c'est extrêmement important, et pour le faire, ne pas travailler seul. Mauricio, Meg, est-ce que c'est un travail similaire que vous menez quand vous programmez Injustice environnementale, Helvetia, pour citer quelques exemples d'expositions qui mettent l'attention sur ces questions-là? Alors pour l'injustice environnementale, on s'est entouré d'experts, activistes, juristes, autochtones, qui sont intervenus aux étapes importantes, clés de la réalisation de l'exposition. Et on a également donné la parole à des représentants des populations autochtones, un petit peu des quatre coins du monde. On a envie qu'ils soient présents et qu'ils aient leur voix au chapitre. Autre chose, on a choisi leur définition de population autochtone, et pas celle de l'ICOM, et pas forcément celle qu'on trouve ailleurs. C'est-à-dire, pour nous, c'est important vraiment de partager l'autorité. S'il y a des personnes qui savent mieux quelle est la réalité, c'est eux-mêmes, c'est les personnes concernées. L'autre point, c'est dans le processus de décolonisation, il y a tout un travail qui est fait par les conservateurs d'aller chercher, de réhabiliter le nom des auteurs des œuvres. Dans des collections ethnographiques, souvent on a effacé. C'est un objet, on a la fonction, on a le lieu où il était collecté. Souvent, on ne mentionne pas le contexte de collecte. Et c'est tout un travail aujourd'hui qui est fait par nos conservateurs d'essayer un petit peu de réhabiliter tout ça, d'être transparent sur les objets. Et j'ai le plaisir d'annoncer que le 7 février, on va rendre 2 objets sacrés à la Confédération j'arrive jamais à prononcer, Haudenosaunee, qui ont fait la demande de restitution, et on le fait. Pour moi, c'est cette question de dialogue et entendre des besoins. Pour eux, c'est des objets qui contribuent au bien-être de la communauté. On doit entendre ça et on va les restituer. Et peut-être sur la question d'invisibilisation, partager avec vous un phénomène. On parle des musées. On a travaillé avec un collectif drag queer avec qui on monte des opérations pour les enfants, pour les tout petits, de contes dégenrés. Et on a été confronté à un phénomène assez intéressant qui est l'invisibilité. Nous, on a voulu justement donner la visibilité à ces communautés, et l'invisibilisation venait des visiteurs. Il y a des personnes qui ont commencé à réserver l'ensemble des places. Donc on faisait l'activité, c'était plein, et le jour J, il n'y avait personne. Donc heureusement, au MEG, on a des collègues qui sont créatifs et réactifs.
on a mis en œuvre une parade à ça. Mais j'étais complètement frappé par cette idée de voilà, non, on veut visibiliser certaines communautés, on veut donner la parole, mais il y a d'autres personnes qui estiment que le musée n'est pas le lieu pour ces personnes-là. Donc du coup, voilà, ça soulève beaucoup de questions. Nous, on a réagi, on estime et on continue à le faire. Et depuis qu'on a mis en place c'est de la parade, ça fonctionne et l'activité est pleine à nouveau. Mais c'est les questions, et c'est là où finalement on se rend compte que les musées ont un rôle hyper important dans cette question de donner la parole, de tu le dis mieux que moi. Tout le monde aura à le prononcer au moins une fois ici à la fin. Hein. Sinon, vous ne partez pas, sinon. Ces réactions de violence sont quand même assez frappantes. Vous parliez aussi, Laurent, de certaines manifestations qui ont pu être faites. Vous pensez qu'il y a une crainte que le musée soit moins pur, qui s'exprime dans ces moments-là ? C'est pour tout le monde, hein, la question. Le concept de pureté est très dangereux. Je le mets entre guillemets. Non, il y a eu juste un petit exemple. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des réactions qui peuvent se faire, des réactions parfois assez vives, quand on touche aussi à une certaine image, une image qui est parfois un petit peu statique, monolithique, monochrome des choses. Et on a un des exemples qui a eu, je crois que c'est l'année dernière, on a organisé un colloque sur la question des réparations. Dans le cadre justement de cette histoire de l'esclavage et de sa mémoire et puis de ses résonances contemporaines. Et donc il y a eu une manifestation organisée par Action Française devant le musée avec une distribution de tracts. Et c'était intéressant de voir ce qu'il y avait dans ces tracts. Et c'était notamment non à la repentance. On va pas modifier justement. On va pas se remettre en cause. Et je pense que par rapport à ça, les musées, c'est ça aussi ce qui est vraiment très intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire que par rapport aussi à toutes ces questions qui traversent notre société, on voit vraiment de plus en plus poindre la question de la responsabilité de nos musées, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musées doivent être vraiment totalement acteurs de ces questions. On évoquait la question de la transition écologique, la transition sociale. Et là-dessus, c'est justement, si on revient à la question du miroir, encore une fois, ce miroir, il ne faut pas qu'il soit déformant et il ne faut pas qu'il soit tenu juste par une partie de la population, quoi. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et encore une fois, essayons de travailler ensemble sur la question de la complexité, la question de la diversité et la question, bien évidemment, de l'attractivité. L'idée, c'est pas d'avoir un propos moralisateur qui enquiquine tout le monde. Il faut qu'on continue à avoir de l'émotion, à avoir du plaisir, mais je pense que l'un n'exclut pas l'autre, absolument pas. Avec Habibi, vous avez aussi passé le miroir à des communautés LGBTQI d'un monde extra-européen. Comment ça s'est passé ? Donc le projet Habibi, les révolutions de l'amour est en ce moment présenté à l'Institut du monde arabe. Je vous encourage à le visiter. C'est un projet qui porte sur les expressions LGBT donc, dans le monde arabe et au-delà. On a un artiste d'Afghanistan et un autre d'Iran. Alors évidemment, donc nous sommes à l'Institut du monde arabe. Donc c'est le monde arabe dans sa complexité, sa diversité. Et donc forcément, il me semblait très important avec notre équipe, avec notre président Jacques Lang, aussi de pouvoir donner la parole à ces artistes qui ne peuvent pas toujours donc, s'exprimer de la façon qu'ils le voudraient dans leur pays. C'est un projet important parce qu'il pousse les frontières, donc il permet à donc, ces artistes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir montrer qui ils sont. C'est un projet qui est une première. En même temps, ça pose aussi beaucoup d'autres niveaux. C'est-à-dire que, d'une part, donc, il y a la parole des activistes, et moi je suis quelqu'un de très engagé, mais aussi la parole institutionnelle. Et je crois que donc, quand on est une institution, on doit donc porter cette parole de manière rassembleuse, de manière fédératrice, de manière à ne pas exclure
parce que l'on serait trop donc manichéen, noir, blanc, qu'on soit toujours dans l'interculturel. Je fais très attention à ces notions de multiculturalisme qui peuvent aussi diviser, séparer, cliver, polariser, et qui malheureusement font le jeu des extrêmes qu'on ne voudrait pas susciter. Cette question de l'échange, du dialogue, du débat, du respect de l'un et de l'autre et du respect de ce pourquoi on n'est pas toujours d'accord est essentiel à la vitalité de nos démocraties. Encore une fois, Edgar Morin dit donc la démocratie, c'est l'organisation de la complexité en profondeur. Et pour reprendre aussi Édouard Glissant, que j'aime beaucoup, et qui a parlé du concept du tout-monde, qui est un concept interculturel, il dit aussi « on change en échangeant sans se perdre ni se dénaturer ». Donc on est au-delà des assignations identitaires. Pour revenir à Habibi, un exemple très intéressant, c'est que pour notre point de vue occidentalo-centré, je dirais, ça serait de pouvoir faire son coming out. On considère qu'une personne LGBT, quand elle fait son coming out, quand elle a la possibilité de le faire, donc c'est une façon de se définir, de s'affirmer sur la scène publique, et c'est très bien. Eh bien, en fait, quand on va plus loin, donc, et qu'on écoute, quand on écoute donc, les personnes qui portent en elles-mêmes dans ces territoires et même dans les diasporas, en France ou ailleurs, donc on considère aussi que cette façon d'imposer un coming out obligé, c'est un impérialisme occidental. Vous voyez, donc c'est très intersectoriel, hein, donc c'est très complexe. Du coup, quand on parle de cette diversité des points de vue, qui est le sujet de cette table ronde, et là, donc, je reviendrai d'ailleurs à ce tableau merveilleusement décrit que nous avions avant donc, présenté au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y avait donc un point de vue qui était donc le point de vue de l'histoire de l'art occidental. Il pouvait y avoir aussi le point de vue de Edward Said, palestinien, grand historien de l'art, donc qui a déjà depuis les années 70 décentré nos regards et l'interprétation de nos récits donc sur cette histoire de l'art que l'on connaît. Donc tout ça pour vous dire que c'est un long chemin qui se fait en étapes, qui réfère aussi bien à Edward Said qu'aux Cultural Wars des États-Unis dans les années 70 et qui continue. Après, cette réflexion-là, elle doit vraiment, c'est important, hein, se faire dans le sens de l'échange parce que on ne peut pas avoir une vision qui exclut, parce que le but, c'est quand même la rencontre et l'échange. Le but, c'est que les opposés se parlent. Le but, c'est de créer cette plateforme de dialogue. Et nos musées sont des espaces donc, qui permettent cette rencontre de la manière la plus, je dirais, inclusive, pacifique, émotionnellement acceptable. Je terminerai avec Pierre Lemarquis, que vous avez eu la chance d'écouter hier. Donc, il vous dira sur la question d'invisibilité, et vous lirez d'autres, cette conformité des images que l'on voit, et quand on voit des normes, des corps blancs ou autres, forcément, donc, notre cerveau ne peut pas ne pas interpréter une image. Donc, consciemment, inconsciemment, donc, il l'interprète, donc, par sa mémoire, par ses émotions. Et du coup, c'est de montrer cette diversité-là qui fait qu'on va diversifier nos référents visuels. Et il faut faire très attention donc, à l'excès. Regardez ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts d'Ottawa en ce moment, hein, donc, où le curseur donc, est allé beaucoup trop loin dans cette question de décolonisation. Et faire bien attention à toujours ne pas perdre de vue tous les publics. Hein, même quand on défend donc, des causes avec autant de cœur et d'engagement que toutes les personnes ici là. Donc, si on veut vraiment convaincre, si on veut vraiment atteindre et toucher, donc il faut trouver des médiations. Alors, du coup, ça nous permet de basculer aussi de ce que l'on peut produire pour participer à une plus grande diversité, à la manière dont on peut le travailler. Vous avez cité, Nathalie, le terme de décolonisation d'un musée, en l'occurrence celui d'Ottawa. Je crois que c'est un terme aussi au MEG que vous employez sur les questions de méthode de travail.
à quoi ça correspond et c'est une question que je vous avais déjà posée pendant le temps de préparation. Vous êtes un musée d'ethnographie. Est-ce qu'on pourrait également parler de décolonisation si vous étiez un musée de beaux-arts ou un musée d'art contemporain? Au musée d'ethnographie, on entend décolonisation. Il y a évidemment la décolonisation des collections, c'est ce qui est autre chose en cours, mais je pense que la colonisation, elle ne concerne pas uniquement les objets, elle concerne aussi la manière de penser, elle a colonisé les corps, etc. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est également décoloniser la manière dont on travaille avec nos partenaires, c'est la notion de pouvoir, d'autorité. Et donc du coup, nous, on essaie un petit peu de la partager, y compris en interne. On a mis en place une gouvernance en parallèle à celle que nous avons habituellement, très hiérarchique, très pyramidale, dans laquelle toute personne peut être chef de projet et on constitue un groupe autour de cette personne-là et l'autorité n'est pas en fonction de son statut hiérarchique, mais soit sa motivation ou son envie de porter un projet. Donc on a des projets où ce sont les médiateurs qui sont responsables des projets et on a des conservateurs, restaurateurs qui travaillent avec pour porter le projet. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, ça porte ses fruits. Donc il y a davantage de fluidité entre les équipes. Et maintenant, je pense qu'on commence aussi à l'intégrer avec les publics. Un des projets issus justement du plan stratégique, c'est donner la parole aux communautés. Mais qu'est-ce que cela implique? Donc on a ce projet-là extrêmement intéressant. On travaille avec une association active avec des migrants de la Corne de l'Afrique. Et c'est un projet particulier parce que quand je le défendais, on me demandait quel est le livrable. J'étais là, je ne sais pas quel est le livrable. On a toujours ce besoin de résultats parce que si on veut donner vraiment l'autorité, c'est à nos partenaires de déterminer qu'est-ce qu'ils veulent. Sinon, on aurait dit on veut faire un podcast avec vous et on aurait fait un peu de tokenisme, on veut faire une exposition avec vous. Et on ne voulait pas que ce soit prétexte. Donc il y a eu tout un temps, je parlais du temps, ça a pris du temps. Je disais, je ne sais pas, on va faire prendre un certain temps, le temps qu'il faudra avec ce partenaire, et on va décider au fur et à mesure du résultat ou du livrable. Et donc du coup, c'est quelque chose, nous, dans les musées, expositions, ateliers, etc. Et là, c'était complètement nouveau. Alors, j'ai défendu, ça a marché, ça a pris, et c'est très bien. Mais voilà, ça suppose aussi ça, c'est de savoir apprécier le fait qu'on ne sait pas où on va. Si on décide vraiment de ce partage d'autorité, et dire on n'est pas les seuls à détenir cette autorité, ce savoir, voilà, moi je pense que c'est là-dedans, c'est une espèce d'interstice où on décolonise aussi nos pratiques. Régis, quand vous mixez, on peut se tutoyer sans vraiment se tutoyer. Oui, vas-y. On peut faire semblant. Quand tu mixes l'approche beaux-arts avec des arts plus populaires, c'est aussi une question qui se pose en termes de méthode? En fait, quand Bruno Girvaud, notre directeur, est arrivé ici, il est arrivé avec 2 projets, si je me souviens bien. Le premier, c'était l'exposition Joie de vivre, donc qui portait bien son nom et qui déjà, d'une certaine façon, faisait provoquer la rencontre entre tous les arts de façon à donner lieu justement à être aussi joyeux à la rencontre des œuvres. Et puis, il y avait ce grand projet d'Open Museum, qui, comme son nom l'indique, ouvre le musée vers toutes les disciplines, quelles qu'elles soient, justement, sans souci de hiérarchisation et de classification, sachant qu'on est toujours soumis quand même à cette classification qui est assez étrange, qui maintenant comporte une dizaine d'arts, donc le 10e art étant le jeu vidéo, que l'on va justement inviter à l'anniversaire du 10e. Ça fait 10 ans maintenant que les Open Museum existent, et donc l'année prochaine, cette année, nous accueillons l'Open Museum dédié à ce 10e art, en soi-disant le jeu vidéo. Cette classification, en fin de compte, a beaucoup participé aussi à l'embrigadement, d'une certaine façon, de la manière dont on perçoit les arts. C'est-à-dire que même au niveau économique, la peinture reste encore celui qui gouverne, en fin de compte, les plus grands investissements, les plus grandes acquisitions, et d'une certaine façon, le plus grand respect, en fin de compte, intuitif que l'on accorde aux arts. On dit ça parce qu'en définitive, quand avec Bruno, on a invité à la fois le groupe R, le cuisinier Alain Passard, le dessinateur de bande dessinée Zep, le collectif Interduck, mais surtout à travers le personnage Donald que l'on a mis en affiche, à travers une métamorphose du tableau des jeunes de Goya, où d'un seul coup les 2 jeunes femmes ressemblaient à des personnages de Donald. Évidemment, ça fait un peu grincer des dents parce que, ne cachons pas les choses, c'est-à-dire comment se fait-il qu'en définitive, l'art populaire, le mot est lâché, donc sous le miel de la formule, en définitive, se cache un certain mépris. Il y a cette idée, effectivement, que l'art populaire ne peut pas totalement côtoyer à égalité avec ce qu'on nomme les fameux beaux-arts.
Alors qu'en définitive, à l'image de ce que vous dites, quand il y a une véritable belle rencontre entre, justement, on a parlé hier aussi des Midi Regards, quand il y a effectivement une belle rencontre et une ouverture justement avec les artistes, que ce soit des musiciens, des auteurs de bande dessinée, des chefs cuisiniers, mais aussi, hier j'ai entendu parler effectivement d'une chirurgienne, mais aussi des personnes qui en viennent à faire du sport et tout ça. Évidemment, on en vient à ouvrir sur un point de vue beaucoup plus intéressant aussi sur la manière dont on peut apporter les arts, et puis une manière aussi de voir que les œuvres, Didier Fusilier hier, il disait « Oui, j'aime bien quand on livre les choses de façon un peu brutale, comme ça, c'est-à-dire sans micelle, justement, avec le cartel d'œuvres qui en vient effectivement à dire, et en définitive à proposer un discours qui est toujours une forme de miroir. » Là, justement, on a un point de vue autre, comme si, d'une certaine façon, on venait à proposer un autre discours. Et c'est intéressant de voir, en fait, quand il y a une parole qui en vient à s'incruster dans le parcours des Beaux-Arts. Et maintenant, ce qui est absolument formidable, c'est qu'évidemment, avec le PSC, la nouvelle restructuration des stades, il y a vraiment une inclusion, en fin de compte, non seulement de ce qui a pu être mis en place dans les projections, dans le carrefour des arts que peuvent représenter les expositions temporaires, puis les Open Museums. Maintenant, c'est inclus dans le parcours des collections permanentes, où effectivement, à l'image du département du Moyen-Âge Renaissance qui a été ouvert au mois de juin, il y a vraiment une coexistence entre l'art ancien, l'art contemporain et tous les médiums, vu qu'à la fois, il y a donc de l'art vidéo, de la sculpture, du cinéma, et j'en passe et des meilleurs. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point les différents points de vue, les différents miroirs et les différentes facettes d'interprétation d'une même œuvre, en fin de compte, offrent la possibilité aux visiteurs de se faire son propre point de vue. Je vais finir là-dessus, justement. Quand on a réalisé avec Donatienne Dujardin l'exposition Expérience Goya, on s'est tenu véritablement à livrer tous les messages, toutes les interprétations qui avaient pu être faites sur les 2 tableaux justement que nous hébergeons, les jeunes et les vieilles de Goya, mais sans discrimination, sans hiérarchisation d'une certaine façon. C'est-à-dire les bonnes comme les mauvaises interprétations, celles qui avaient pu être remises en cause. Et on n'avait pas lieu d'être, Donatienne comme moi, de choisir l'une ou l'autre interprétation pour se dire non, mais celle-ci n'est pas issue des véritables historiens de l'art, ou celle-ci véritablement maintenant a été désattribuée, et ainsi de suite. Donc de fait, on a tout livré sous forme construite et écrite, mais malgré tout, on a tout donné de façon à ce que ça soit le public lui-même, en fin de compte, qui fasse sa propre interprétation, et non pas justement que ça soit le regard de quelqu'un de descendant qui en vient à dire l'interprétation de ces tableaux, c'est celle-ci. Laurent, vous vouliez réagir ? Oui, sur la question de la décolonisation, je pense qu'il y a aussi un élément qui est important à prendre en compte et qui peut peut-être être aussi des pistes de réflexion qui en sont déjà dans certains musées, c'est la question du temps long. Aujourd'hui, donc, faut aussi s'entendre sur ce qu'on appelle par décoloniser le musée, je pense. Un des axes sur lesquels on travaille, c'est la question notamment justement de ces stéréotypes, des préjugés raciaux qu'il peut y avoir et qui existent toujours, même parfois qui vont en augmentant, et essayer de comprendre quelles sont les racines aussi de ces préjugés. Et là, c'est important de regarder le temps long et notamment de voir ces racines où, à un moment donné, à partir du XVIe siècle, on commence à associer le statut d'esclave avec la couleur de peau. Et ça, c'est vraiment un élément absolument déterminant pour aujourd'hui aussi la construction des préjugés raciaux qui peuvent exister de nos jours. Et ça s'inscrit aussi dans une histoire coloniale. Donc quand on parle de décoloniser le musée, il faut aussi voir un petit peu de quoi on parle et à partir d'où on parle. Quel est ce point de départ. Et donc aujourd'hui, le travail qu'on essaye de mener avec différents partenaires, c'est justement cette décolonisation du musée à partir de ce temps long pour déjà expliquer. Et expliquer, ça commence à réparer. Vous posez un diagnostic sur une situation, et à partir de ça, vous essayez de déconstruire un certain nombre de stéréotypes. On a évoqué tout à l'heure le siècle des Lumières, le 19e aussi, vraiment le réceptacle de beaucoup de stéréotypes, de préjugés, qu'on tend aujourd'hui à essayer de déconstruire pour, encore une fois, essayer de revenir à des faits scientifiques, des faits historiques qui sont établis. Donc voilà, et je pense que ça, c'est valable pour des musées de société, des musées de civilisation, des musées d'histoire, mais je pense que ça c'est aussi valable pour des musées de beaux-arts,
notamment par rapport à toute cette évolution artistique, là aussi, qui s'inscrit dans un contexte. Et donc je pense que c'est important, voilà, de pouvoir se projeter sur le temps long sans forcément avoir des choses très discontinuées et très séquencées par période. Nathalie ? Oui, pour revenir à ce grand mot, la décolonisation. Donc en plus, je parle de l'Institut du monde arabe, qui est vraiment l'institution décoloniale par excellence, parce qu'elle a été créée en 79, donc par la Ligue des pays arabes, donc et la présidence de la République française. Et donc du coup, et la majorité en fait de mes collègues donc viennent donc du monde arabe. Donc on est vraiment une action qui vient à la fois du mandat de l'institution et en même temps qui est actée par l'ensemble des collaborateurs et des équipes. Mais on peut aussi donc critiquer l'universalisme donc des Lumières. Quand on est avec cette histoire française, on réfère toujours à ce 18e qui est quand même un siècle compliqué, notamment avec les questions des traites. Je dirais plutôt que diversalisme, c'est la question de pouvoir s'approprier son propre universalisme. Et là, j'aime beaucoup citer Benjamin Stora, donc, qui dit que cette notion d'universalité, donc, elle reste quand même très forte pour que l'on puisse non pas se définir au singulier, mais vraiment vouloir s'inscrire dans un ensemble. Et c'est là où revenir donc, à ce paramètre interculturel. Comme nous avions pu le faire donc, à Montréal avec un comité du vivre ensemble donc, qui montrait donc, cette diversité. D'ailleurs, l'œuvre de Angelica Das, donc, le Pantone humain, il est patent parce qu'elle vient du Brésil, donc c'est une femme, une artiste de couleur noire, mais aussi parce qu'elle est mariée donc, avec un caucasien espagnol. Donc elle est dans un métissage. Et ce qu'elle fait donc, dans ces installations, c'est vraiment de montrer la multiplicité pour montrer qu'on n'est pas dans un rapport manichéen, noir-blanc, mais au contraire dans un merveilleux camailleux de couleurs qui représente notre humanité. Donc c'est toujours de montrer l'inter et de pouvoir travailler, non pas pour des communautés spécifiquement qui vont avoir leur étendard, c'est normal, les associations sont activistes, elles défendent leur point de vue et c'est formidable, mais quand on est dans une institution, encore une fois je reviens donc à l'institution, donc on est là pour faire ensemble que tous ces mondes se parlent. Tous ces mondes se parlent, qu'il n'y ait pas une voix qui se substitue à l'autre, mais vraiment que tous ces mondes se parlent. Donc c'est donner de la visibilité, mais ne pas exclure non plus ce qui nous gêne, de pouvoir trouver des façons de pouvoir l'associer. Et c'est ça, donc la façon de pouvoir travailler dans le long terme, dans le Caring Museum, le Slow Museum, donc vraiment dans une vision qui est rassembleuse. Je terminerai avec l'Institut du monde arabe. Donc c'est le nord, c'est le sud, l'Europe, donc l'Afrique. Non, c'est la circulation des mondes. La Méditerranée, c'est la mer entourée de terre. Donc on est dans un échange, dans un sens et dans un autre, dans des dialogues qui nous nourrissent, qui nous fructifient. Et c'est ça qu'il faut pouvoir montrer dans nos institutions, parce que c'est ça qui nous rassemble. Au-delà de nos divergences, c'est s'inventer une destinée commune, se reconnaître au travers de valeurs communes. On en a parlé, la question d'égalité, la question d'écologie ici beaucoup, etc. Et c'est de pouvoir dépasser donc, ces différences qui peuvent nous diviser. Très, très, très important à l'heure actuelle pour le maintien de notre démocratie. Très important. Justement, pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Nathalie, mais justement pour dire à quel point c'est important. Alors, le terme de décolonialisation comme le terme de déconstruire, en fin de compte, sont des termes qui quelquefois portent à préjudice, portent à caution parce qu'ils ont une connotation un peu négative. On peut aussi proposer tout simplement de construire autrement. Je vais prendre des exemples très concrets, mais qui en fin de compte ne demandent pas véritablement beaucoup d'efforts, mais on voit bien que le diable est vraiment dans les détails. Je vais prendre l'exemple d'un tableau qui a été décrit vous connaissez sûrement parce qu'il en a fait plusieurs, c'est le Pablo Picasso, La femme qui pleure, qui représente Dora Maar. Vous prenez en fin de compte donc la définition de le cartel qui est proposé par le musée parisien, et donc vous avez la description artistique, esthétique de ce tableau. Et pour décrire comment ce que représente, en définitive, pendant à peu près 40 lignes, on ne parle absolument pas du tout de Dora Maar, ça vient à la toute fin. Les longs cheveux noirs, dénoués et blanchis par le malheur, indiquent au spectateur que cette femme qui pleure est également une
Dora Maar, donc pas Dora Maar, une Dora Maar, donc elle est tout de suite objectifiée, qui dans les œuvres de Picasso se caractérise par les larmes. Point. C'est-à-dire que c'est une femme objectisée qui, en fin de compte, ne se caractérise que par les larmes. Le 27 mai dernier à Barcelone, dans le musée Picasso, une professeure d'histoire de l'art et ses élèves ont débarqué au musée Picasso pour régler ses comptes au maître espagnol. Et donc, ils n'étaient pas du tout agressifs, ils ont juste porté des t-shirts où derrière leur dos était marqué Picasso agresseur de femmes, Picasso l'ombre de Dora Maar, Picasso barbe bleue. En fait, il ne s'agit pas de déconstruire le premier discours pour proposer le discours suivant, mais peut-être effectivement de faire conjointement, faire en sorte qu'il y ait les deux discours côte à côte, de façon à montrer effectivement que le discours artistique, esthétique, scientifique peut se compléter aussi d'un discours qui va avoir plutôt une visée anthropologique, politique, sociétale, et faire en sorte de livrer ces deux discours totalement complémentaires, non pas pour déconstruire ce qui a déjà été construit, mais partant de le construire autrement, de façon à ce que le spectateur d'aujourd'hui, le visiteur d'aujourd'hui, puisse se faire sa propre idée et faire son propre point de vue sur l'artiste Picasso et ses relations qu'il entretenait avec Dora Maar et de la façon justement qu'il a représentée en tant que femme qui pleure. Et donc, de fait, c'est peut-être là où justement il y a nécessité, parler toujours de multiples facettes du miroir et la possibilité effectivement de proposer un autre niveau de discours. Ça ne coûte pas cher, en définitive, de déconstruire ça, mais ça montre bien justement que le diable est vraiment dans les détails, la manière dont on aborde les choses et dans la manière dont on les propose à l'interprétation. Et la façon justement dont on livre parfois les œuvres, la façon dont on les présente, la manière dont on présente également l'idée que l'on peut s'en faire. On a beaucoup parlé du siècle des Lumières, qui effectivement a assis bon nombre de nos références encore culturelles, la façon dont on les oriente, et on oriente leur lecture. Et il y a justement toujours deux philosophes intéressants américains. C'est James Baldwin qui dit tout de suite « L'un des traits les plus marqués du blanc occidental, c'est depuis toujours la conviction fanatique et pour ainsi dire faite d'instinct que ces idées sur le monde sont éminemment enviables et qui plus est que ceux qu'elles n'attirent pas ou qui, du moins, ne les trouvent pas admirables sont des sauvages ou des ennemis. » Et donc c'est vrai que d'une certaine façon, et c'est un autre point de vue qui est celui de Leroy Jones, il dit « Mon point de vue est sans nul doute façonné par mon histoire et il est probable que seul individu méprisé par l'histoire en vienne à la remettre en question. Et d'un autre côté, ceux qui imaginent que l'histoire les flatte, ce qu'elle fait effectivement, ayant écrite par eux, sont prisonniers de leur histoire, tels des papignons épinglés, et deviennent incapables de se voir tels qu'ils sont ou de changer quoi que ce soit à eux-mêmes ou au monde. » Et donc, c'est vrai que la manière dont on peut proposer, en fin de compte, une diversité de points de vue à la lecture des œuvres, indépendamment effectivement de déconstruire ou de décloisonner les choses, permettrait, en fin de compte, aux personnes de se faire une idée. Je vais juste finir par un détail aussi qui est vraiment absolument génial et qui est extrêmement parlant. Vous connaissez certainement maintenant très bien ce tableau de Marie-Guillemine Benoît, qui représente donc cette femme noire. Elle a fait le tour du monde avec le clip de Beyoncé et Jay-Z. Et puis, surtout, elle avait fait l'objet d'une étude absolument magnifique de Anne Lafont, justement pour retrouver le nom de cette femme qui a été représentée par cette peintresse. Et donc, de fait, elle portait bien un nom. Elle s'appelait Madeleine. Donc, autrefois, c'était le portrait d'une négresse, après, c'était le portrait d'une jeune femme noire, et maintenant, c'est le portrait de Madeleine. Il y a un détail absolument fascinant dans ce tableau, c'est que Marie-Guillemine Benoît faisait en sorte d'associer le destin de cette femme au sien. Nous sommes en 1800, donc juste avant l'élaboration du Code civil de Napoléon. Et donc, sur le cartel de cette œuvre, il est toujours écrit « Marie-Guillemine Benoît, portrait de Madeleine ». Alors que la signature est extrêmement visible, et donc, d'une certaine façon, ne trompe personne. Elle est bien, ce tableau n'est pas signé de Marie-Guillemine Benoît, mais de Marie-Guillemine de Laville-Leroux, qui est donc son nom de jeune fille. On est en 1800, et en 1800, il y avait encore possibilité, avant l'instauration du Code civil, du Code Napoléon, de pouvoir faire valoir ses droits en tant que femme, avant d'être minorée par le Code civil. Et donc, de fait, le fait de toujours garder, encore aujourd'hui, en 2021, l'idée que ce tableau est non pas réalisé par Marie-Guillemine de Laville-Leroux, mais par Marie-Guillemine Benoît,
montre bien à quel point la force des stéréotypes et des archétypes, en fin de compte, s'insinue véritablement, même dans les détails, qui font 10 cm sur 5 sur un cartel. On va rentrer dans l'ère des questions avec le public. La première est pour vous, Nerea, elle est en ligne. Qu'attendez-vous des musées pour plus d'inclusion et de représentativité ? Je vous ai un peu abrupte. Et si vous ne voulez pas répondre, peut-être que vous pouvez aussi poser aux intervenants des questions, si vous en avez. D'accord. Elle est très timide. Sans doute une sensibilisation plus importante en ce qui concerne la question de la diversité, en commençant par les écoles primaires, parce que je pense que les enfants sont encore dans une période où ils construisent leur identité, et c'est effectivement à ce moment-là qu'il faut peut-être accentuer la sensibilisation davantage. Dans la salle, est-ce qu'il y a des questions pour nos auditeurs ? Bonjour, merci pour vos interventions. Justement, je voulais réagir et rebondir sur ce que disait à l'instant Monsieur Cotentin concernant les textes, les écrits, pour pousser un petit peu plus loin la réflexion sur l'inclusion et la médiation écrite. Je me demandais si vous ne pensez pas que justement c'est un gros travail qui a à être fait dans les musées prochainement pour prendre en compte dans les textes qui sont nombreux, on l'a dit hier, la diversité des personnes et des points de vue. Je pense notamment en exemple à l'écriture inclusive que je vois assez peu dans les textes, et pourtant Madame Bondier l'a rappelé, la définition des musées emploie ce terme désormais. Je pense également à ici au Palais des Beaux-Arts de Lille, où il y a quelques cartels qui sont rédigés par des experts et qui permettent de faire quelques pas de côté en écho à des sujets de société, mais aussi à une exposition que j'ai vue récemment au Musée du Luxembourg, Miroir du Monde, d'ailleurs on évoquait aussi les miroirs, et qui dans chaque salle avait des pastilles signalétiques pour nuancer l'historique de la provenance et des acquisitions de certains objets des musées de Dresde. Donc voilà, je me demandais quel était votre avis sur la médiation écrite et l'inclusion, et comment il pourrait être un petit peu plus englobant. Voilà. Alors, moi, je peux répondre très rapidement là-dessus par une écrivaine et une universitaire absolument géniale qui s'appelle Eliane Viennot, que vous connaissez sûrement parce qu'elle a écrit ce livre fantastique qui est Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Cette fameuse règle de grammaire qui fait en sorte que chaque accord est déterminé par la présence du masculin et non pas du féminin. Et donc, on peut communiquer avec elle de façon directe sur son site, et c'est absolument fabuleux. Et donc, j'avais été confronté lors de l'écriture du livre Wonder Woman à cette idée justement de, vous savez, auteur.tris ou auteur.e. Et c'est vrai que quelquefois, ça peut gêner à la lecture. Et en fin de compte, ça augmente le nombre de signes, mais ce qui est très intéressant, c'est de faire en sorte qu'on dise auteur et autrice. Parce qu'en définitive, à faire en sorte de toujours adopter, c'est ce qu'elle m'avait désigné, je trouvais que sa réponse était fabuleuse, c'est que de fait de toujours dire comédien.nen, c'est que de fait la femme est toujours une particule liée au masculin. Alors que quand on en vient à dire comédien et comédienne, certes, on en vient à répéter, on crée une répétition, mais de moins en fait, les deux existent à égalité. Et donc c'est vrai que le fait de dire ça, ne serait-ce que de prendre le soin de dire de toujours un truc tout simple, par exemple quand on en vient dans les discours, maintenant que je vois bien, dans les discours politiques, tout le monde, ils ont tellement été drivés, ils disent tous bonjour à toutes et à tous. C'est intéressant de toujours faire en sorte et non pas tous.te. C'est vrai que de ne plus se sentir être la particule de quelqu'un, c'est quand même important. Ouais, je pense que la question de cartel, est hyper intéressante parce qu'il faut réfléchir à qui on s'adresse. Si on fait du langage épicène, on exclut forcément beaucoup de monde.
Nous, actuellement, on est en train de traduire les textes d'exposition de l'exposition permanente en FALC, français facile à lire et à comprendre. Il faut savoir que finalement, en traduisant les textes FALC, on touche à peu près 60% de la population qui en est exclue, dans des textes quand même assez compliqués, avec des concepts anthropologiques, etc. Et il y a quand même des personnes qui n'ont pas le niveau de compréhension, soit handicap ou niveau scolaire qui ne le permet pas, en primaire, ou des migrants allophones. Et en traduisant ça, finalement, quand on a donné les textes aux experts FALC, ils étaient là où, ils ont quand même dit, mais ça va être compliqué. C'est là où on prend conscience, où on a essayé de simplifier, c'était relu par les médiateurs, etc. Mais il y a un entre-soi, et quand bien même on essaye de simplifier, etc., on est quand même dans une espèce de langage un peu compliqué, propre, avec les codes. On a parlé hier de porte, franchir le seuil, les textes, c'est un seuil. C'est-à-dire qu'il faut un niveau. Et donc, du coup, on est en train de faire cet effort-là. Et ça nous challenge, nous, puisqu'on pensait déjà que les textes étaient pas mal. Clairement, ils ne le sont pas assez. Une autre question ? Bonjour. Je suis un petit peu impressionné par vos toutes sommités. Mais je suis un petit peu interloqué parce que vous n'avez pas abordé le problème des musées sous l'angle de l'eschatologie et de l'apocatastase. Or, ces deux approches nous montrent peut-être ce que veut dire exactement la science des muses. Je pense que vous savez qu'en Égypte ancienne, avant que ce ne fût en Grèce ancienne, il y avait 9 muses. Et que le but des muses était d'inspirer, d'aller au-delà de ce qui ne pouvait pas être dit, mais vécu à l'intérieur sur le plan de l'énergie. Alors, je pense que le but du musée ou de l'expression artistique doit être d'ouvrir la conscience des gens afin qu'ils puissent être accessibles à l'art. Ceci sans tenir compte de la couleur de la peau ou des interprétations, de laisser à l'art la possibilité de dire ce qu'il est à celui qui le perçoit. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut s'intéresser au symbole du tout égyptien, c'est-à-dire l'image, et qui se réfère en Afrique au masque. Et ça, il faudrait peut-être regarder un peu plus avec attention Cheikh Anta Diop. Le masque est un symbole. Ce n'est pas uniquement un objet, c'est un objet à message. À travers ce message, l'homme doit se comprendre et se connaître et arriver. Et je pense donc à un moment donné, si le musée, au lieu d'être interprétatif, est incitatif à la conscientisation, on pourrait être en mesure d'accéder à l'expression artistique, nous qui sommes africains, vous qui êtes occidentaux, à l'expression artistique dès qu'on a ouvert ces codes de n'importe quelle expression d'art artistique. En sorte que une fois que j'ai compris les codes, je serai accessible à l'art chinois, à l'art japonais ou à l'art aztèque. Or, actuellement, nous n'en sommes pas là. Il y a peut-être, en vous entendant, j'ai plutôt l'impression qu'il y a toujours cette balkanisation de personnes qui veulent avoir une idée de l'universalisme, alors que l'universalisme, c'est l'universel. C'est l'ouverture à toutes les consciences. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, une phrase, la force des musées et de travailler avec des œuvres d'art, c'est que justement, elles sont polysémantiques. Donc, quand on voit une œuvre d'art, donc il n'y a pas une interprétation possible, il y en a autant qu'il y a de spectateurs ou de personnes. Et c'est ce qui fait donc la richesse, c'est ce qui fait que le discours sur l'œuvre d'art n'appartient pas simplement aux experts, aux conservateurs, aux sachants, mais aussi aux médiateurs, aux visiteurs, donc à nous tous, à toi. Et donc voilà pourquoi travailler avec l'émotion esthétique nous rassemble dans un même genre, un genre universel.
Dans votre question, vous avez utilisé les deux mots qui, d'une certaine façon, résument peut-être le passage d'un musée à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le sujet, effectivement, de faire un musée interprétatif, mais un musée incitatif. C'est-à-dire, et de fait, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de rassembler tous les niveaux de discours, quels qu'ils soient, afin que, justement, on incite à ce que ce soit le visiteur lui-même qui fasse sa propre interprétation. Une autre question ? Bonjour. Moi, j'avais une question, en fait. Quand on parle de diversité, je me dis pour que vraiment, dans les faits, on ait des musées qui soient plus ouverts et effectivement qui acceptent cette diversité de points de vue, est-ce qu'il n'y a pas une nécessaire réinvention en termes de réorganisation, plus en termes de management, de structuration ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette diversité, elle dépend beaucoup de l'humain, de qui est à la tête des institutions et qui a le pouvoir, entre guillemets, dans ces institutions-là. Et du coup, je me demandais si vraiment on veut aller vers plus de diversité, les musées ne devraient pas revoir pleinement leur façon de prendre des décisions, de s'organiser, et de se réinventer, et pour répondre à la nouvelle définition de l'ICOM dans les faits. Je répondrai. Donc, Mauricio a très bien parlé de ce qui se passe au MEG. À l'heure actuelle, donc, et surtout quand on est donc, dans un système français, donc, le sachant et le conservateur. Et de manière générale, donc, le conservateur donc, a la parole. Au XXIe siècle, il y a une tendance hyperbolique au rôle des commissaires, des curateurs. Tout le monde veut être curateur en ce moment. Quand vous voyez des petits jeunes, nous, on veut être historiens de l'art, ils veulent être curateurs. Bon, curatrices. Donc, on voit qu'il y a cette parole donc, qui continue à appartenir à un certain type de profil. Ce qui est extrêmement important et pas toujours facile dans les musées, c'est déjà de développer tout ce qui est médiation, tous ces accompagnements, ces différentes professions, et leur donner une véritable place, donc au même niveau que pour les conservateurs, si je puis dire. Et là, et effectivement, c'est pas toujours évident, mais l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de menace sur les contenus académiques. Il y a un élargissement des perspectives autour des contenus. Donc, on ne menace pas l'histoire de l'art. Donc, au contraire, on ouvre les perspectives donc, vers d'autres possibles. Et au-delà donc, de ces professionnels de médiation dans les musées absolument indispensables, donc, je ne parle pas du côté RH qui touche toutes les institutions, musées ou pas. Donc, après, il y a donc en termes d'emploi, de diversité, etc. Donc, c'est aussi de pouvoir ouvrir les portes aux partenaires locaux, les partenaires sociaux, donc à travailler en co-création, co-conception, pour pouvoir justement intégrer donc, les paroles de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas toujours évident dans le cadre d'emploi, encore une fois, français. Ça allait très simple quand on est en Amérique du Nord. Il suffit de dire, voilà, d'inviter. Mais donc il y a, nous à Montréal, on avait nommé une conservatrice interculturelle, donc communautaire. Donc c'était vraiment autochtone, etc. Mais aussi pour les associations, donc pour qu'elles puissent justement faire remonter donc des expositions dans le cadre du musée. Évidemment, donc on avait un musée, un département de médiation, d'éducation, du mieux-être, qui s'était démultiplié. Et je pense que encore dans beaucoup de musées, en France, la France n'y échappe pas, les départements de médiation sont toujours en deçà, mis dans une position d'infériorité. Alors que c'est véritablement eux qui sont les liens donc, avec cet extérieur que l'on veut rejoindre et que l'on veut inviter. Moi, je compléterai simplement, je suis entièrement d'accord. Je pense que cette réflexion doit être nécessaire pour les institutions. J'ai bien aimé la métaphore de hier de l'institution est malade. Je pense que le diagnostic, il doit porter pas uniquement sur les actions que l'on mène, mais également sur la structure. Et tant qu'on sera dans une manière de dire faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, c'est-à-dire on veut de l'inclusivité chez nos publics, mais
en interne un peu moins. Je pense que ce sera un peu compliqué. Enfin, cette dissonance dans le discours, je pense que ça va être compliqué. Après, il y a tous les privilèges hérités d'une période. Moi, dans les institutions dans lesquelles j'ai travaillé, les services des publics, c'est en open space, mais les conservatoires, ils ont leur propre bureau. On ne parle pas des classes salariales. Enfin, tous ces aspects-là doivent être discutés, mis à plat, mais ça va prendre du temps. Et puis il y a une certaine forme d'honnêteté aussi. On n'a pas tout à fait abordé un des sujets aussi qui est assez brûlant en ce moment, c'est la restitution, même si ça a été un petit peu la restitution d'objets, parce qu'en définitive, quand même, ces collections que l'on admire, elles ont été constituées au cours des siècles précédents, et surtout elles ont été constituées de façon assez, disons, qui serait très remise en cause aujourd'hui même. Et j'ai dernièrement encore découvert un lieu absolument génial. C'est Didier Fusier parlait hier du dépôt à Rotterdam. Mais il y a un autre lieu qui est extraordinaire, c'est le MAS à Anvers. Et ce MAS, en fin de compte, qui n'est pas le musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, est véritablement honnête par rapport à la constitution de ce rassemblement d'objets. Et montre combien, justement, tous ces objets qui sont maintenant et qui ont l'honneur de faire partie de ces collections relèvent, en fin de compte, d'une forme de richesse liée à la colonisation. Donc, de fait de dire comment, en fin de compte, cet esclavagisme a participé, en fin de compte, à cette richesse. Je vois dans la salle un jeune historien de l'art qui veut intervenir. S'exprimer. Alors, Bruno Girvaud, directeur du Palais des Beaux-Arts. Je n'ai pas de question, en fait, je voulais m'adresser à Nerea. Et à sa question sur la sensibilisation, sur le sujet qui nous intéresse. En fait, en découvrant, en entendant votre discours, je me suis dit que ça pouvait devenir un cartel, et que ça devait devenir un cartel, dans une version raccourcie sans doute, et que si ça vous intéressait, sur le même sujet, si d'autres œuvres vous inspirent, vous pourriez rédiger une série de cartels. Voilà, c'est un modeste début de sensibilisation. Je ne cherche pas à faire de comédiatique. Et c'est l'idée qui m'est venue immédiatement. Merci. Nerea, vous voulez être historienne de l'art ou curatrice? Ou rien du tout de tout ça? J'adorerais. Ah. Ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. Je vais vous remercier toutes et tous. On va faire une petite pause.